Bonjour, cette vidéo est la première d'une série dans laquelle on va étudier quelques-uns des algorithmes classiques. Alors on va commencer par la recherche dans les listes ordonnées. Le problème est le suivant, on prend une table, une liste de valeurs, et on suppose que ce sont des entiers dans cette vidéo, mais ça pourrait bien être des nombres flottants ou bien des chaînes de caractères aussi. Et on se demande si euh, un élément, donc un nombre ici, fait partie de cette liste. Alors l'un des points importants dans cette vidéo, c'est que cette liste est ordonnée. Donc les éléments qui sont à gauche sont toujours plus petits que ceux qui sont à droite, du plus petit au plus grand. Donc on va voir quelques-uns des algorithmes qui permettent de résoudre ce problème, de savoir si oui ou non une valeur fait partie de cette table. Alors par exemple ici 7320, on voit immédiatement que ça n'appartient pas à la table, sinon il serait coincé là. Et mais cette table elle est toute petite et c'est pour ça que on le voit facilement. Mais s'il y avait des milliers d'éléments dedans, ou bien si les éléments qui appartiennent à cette table étaient des nombres avec beaucoup de chiffres, eh bien on aurait beaucoup plus de mal à savoir comme ça, à l'œil, si un élément qu'on se donne appartient à la table. Donc c'est important d'avoir un algorithme qui fait ça. Alors il se trouve que Python a déjà un algorithme pour faire ça. Par exemple, si je prends cette table qui est ici, et que je demande si 7320 appartient à cette table, donc la syntaxe Python c'est in, la table, et que je lui demande de me dire la réponse, eh bien il va me dire false. Oui, sauf que j'ai oublié de lui demander d'écrire la réponse, donc je rajoute un petit print et on recommence. Voilà. Voilà, il me dit false. Alors que si je lui demande est-ce que moins 19 appartient à cette table, eh bien cette fois-ci il va me dire que oui, ça marche. Voilà. Donc on peut se demander du coup pourquoi on va s'embêter à réécrire des algorithmes qui ont déjà été écrits. En plus, dans Python, les gens qui ont écrit les algorithmes, ils ont dû réfléchir longuement pour essayer de faire des algorithmes efficaces et c'est pas clair qu'on va réussir à faire mieux que eux. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question et je crois que la plus importante, c'est qu'on se doit d'être curieux. Pourquoi? Ben parce que c'est toujours bien de savoir comment fonctionnent les objets qu'on utilise. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Et d'autre part, en étudiant les algorithmes, eh bien, on forge notre esprit de programmeur. Plus on étudie les algorithmes et mieux on sait euh, les écrire et les utiliser et éventuellement en trouver de nouveaux. Donc ici, on va s'intéresser à cette très simple question et voir si on arrive à s'approcher un peu de l'efficacité de Python. Alors pour ça, on va à chaque fois qu'on va créer une méthode, elle devra nous dire quand on lui donne en entrée une table et un x, elle devra nous dire si répondre true si x est dans la table et false sinon. Voilà, donc à chaque fois qu'on va en créer une, on va d'abord la tester avec cette fonction quick test. Donc cette fonction, elle va vérifier que dans cette table qui est là, eh bien moins 33 est dedans. Donc on devra avoir d'abord un true, puis 10 est dedans, on devra avoir un false parce que 10 n'y est pas, puis 413 est dedans, oui c'est vrai, 540 est dedans, non il n'y est pas, et 1720 est dedans, oui il y est. Et donc vous voyez que cette fonction, quelle que soit la méthode qu'on utilise, quelle que soit la fonction pour la méthode, oui, pour
pour répondre à la question qu'on utilise, eh bien cette fonction, elle devra répondre à chaque fois true, false, true, false, true. Si ça ne répond pas ça, c'est que notre programme est mal fait. Et puis on va aussi s'intéresser à l'efficacité des méthodes qu'on écrit. Et pour ça, on va utiliser une fonction qui fait partie d'un autre fichier, qui est ici. Donc ce fichier, il, il est un peu touffu, comme vous le voyez ici, et il n'est pas, il n'est pas nécessaire pour comprendre ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que ça fait cette fonction benchmark qu'on va utiliser? Cette fonction benchmark, elle prend d'abord une liste de méthodes, une liste de longueurs et un nombre de tests. Et pour chaque longueur, ici, de liste, elle va répéter autant de fois qu'on lui a indiqué les opérations suivantes. D'abord, on choisit L nombre au hasard. Donc, ça nous donne une liste de L nombres. Ensuite, on les met dans l'ordre. Ensuite, on choisit un X au hasard. Et ensuite, on mesure le temps pris par chaque méthode, celles qui sont dans cette liste-là, pour voir si X est dans la table. Et à la fin, on calcule le temps moyen mis par chaque méthode et on affiche le résultat. Donc on va essayer ça tout de suite avec la fonction in qu'on a montré juste avant. Donc c'était où? C'était ici, et ça je vais le commenter, on n'a pas besoin de le garder. Donc cette fonction, ce in qui est là, il faut en faire une méthode parce que on a dit que les méthodes elles devaient prendre en argument une table et un x et retourner true ou false. Donc on commence par faire ça et on écrit ceci. Donc c'est une fonction, donc def, et on l'appelle inmet. Donc c'est pour le in de Python et met pour méthode. Ça prend en argument une table et un x et ça retourne x in table. Donc ça veut dire que ça va répondre true si x est dans la table et false sinon, et il va répondre à cette question en utilisant le in de Python. Alors on va d'abord vérifier le quick test pour cette fonction inmat et voir si ça nous donne bien true, false, true, false, true. Oui, c'est bien le cas. Donc on est rassuré de ce point de vue là. Puis on va essayer le benchmark pour voir un petit peu quelle est l'efficacité de cette méthode. Donc ça va tout de suite, vous allez tout de suite voir à quoi ça sert ce benchmark. Donc ça prend un petit peu de temps et voilà. Donc ici vous voyez qu'on a utilisé dans la liste des méthodes, on a utilisé la zéroième. D'ailleurs il n'y en a pas plus. Donc, et on a utilisé des longueurs de liste qui sont 100, 1000 et 10 000. Et on a fait 100 tests à chaque fois pour mesurer le temps moyen que ça prend. Donc pour L égale 100, pour une liste de 100 nombres, alors ces nombres ils sont choisis entre 0 et 10 millions. Donc pour une liste de 100 nombres qui sont choisis entre 0 et 10 millions, et un x qui est pris lui aussi au hasard entre 0 et 100 millions, eh bien cette méthode-là qu'on vient d'écrire, le in de Python, va mettre en moyenne 5,07 microsecondes pour répondre à la question. Lorsque L égale 1000, donc quand on prend une liste de 1000 nombres, il y a plus de choses à vérifier évidemment, on prend un x au hasard aussi, et en moyenne ça va prendre 24 microsecondes. Donc microsecondes, je vous rappelle, c'est des millièmes de seconde. Donc 24 microsecondes pour une liste de 1000 termes en moyenne, et pour une liste de 10 000 termes en moyenne 244 microsecondes. Donc vous voyez que cette croissance, elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire pour passer de là à là, on n'a pas multiplié par 10, mais pour passer de là à là, on a presque multiplié par 10. Donc, on a envie de dire que la complexité, elle est presque linéaire, mais comme on ne sait pas comment est codée la fonction de Python, on ne peut pas le vérifier par nous-mêmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point d'interrogation ici et penser que c'est linéaire, et on pourra éventuellement faire d'autres tests après pour vérifier que ça se comporte de façon linéaire, même pour des L plus grands que ça.
Donc ça, c'est avec la méthode in de Python, et pour l'instant, on n'a rien codé par nous-mêmes. Mais c'était intéressant déjà de voir comment fonctionnait benchmark. Alors maintenant, on va essayer de réfléchir et de voir comment on pourrait répondre nous-mêmes à cette question. Est-ce que x, si j'en prends un, appartient à une liste que je me donne? Donc ici, on a une liste, je prends un x, est-ce qu'il appartient à ça? Alors la première méthode qui peut venir à l'esprit, c'est de se dire, je vais d'abord regarder si x est égal au premier terme de ma liste. Si oui, eh bien je retourne true. Sinon, je passe au deuxième. Est-ce que x est égal au deuxième? Si oui, je retourne true. Sinon, je passe au suivant. Est-ce que x est égal au troisième terme de ma liste? Si oui, je retourne true. Sinon, je passe au suivant, et ainsi de suite. Et finalement, je vais aller, si je n'ai pas encore trouvé x, jusqu'à la fin. Est-ce que x est égal au dernier terme? Si oui, je retourne true. Et sinon, ça veut dire que x n'était pas dans la liste, puisqu'on n'y a pas trouvé. Donc dans ce cas-là, je retourne false. Alors ça donne une fonction qu'on peut rédiger de cette façon-là. Donc je l'ai appelé find in list very naive, parce que c'est très très naïf comme façon de faire, et c'est la première idée qui vient à l'esprit. Donc on fait quoi? Eh bien on dit que pour y dans notre tableau, on regarde si x est égal à y. Si oui, on retourne true, et sinon, une fois qu'on est arrivé au bout de notre table, donc vous voyez ici les indentations montrent bien que on va faire cette chose-là une fois qu'on aura terminé notre boucle for. Donc on vérifie d'abord que x est égal à y pour chacun des termes de la table, et si c'est pas le cas, et bien à la fin on dit on l'a pas trouvé, donc il n'y est pas, donc on retourne false. Alors on va tout de suite vérifier que ça fonctionne. Donc on va faire un quick test avec cette méthode là, on envoie pour voir, et on va trouver que normalement ça devrait faire voilà, true, false, true, false, true, ça alterne comme c'est prévu. Donc très bien, ça marche. Et ensuite on fait notre benchmark. Donc cette fois-ci on va mettre deux méthodes. La première c'est la méthode in de Python, et la deuxième c'est celle qu'on vient d'implémenter. Et on va voir si on est loin ou proche de l'efficacité de Python. Alors allons-y. Et voilà, on a les résultats ici. Donc on voit qu'ici la méthode de Python est à peu près moitié plus rapide, enfin 2 fois plus rapide que notre méthode qu'on vient d'écrire. Et du coup on se dit que c'est déjà quand même pas si mal. On n'est pas si loin de Python. On prend juste 2 fois plus de temps en moyenne pour répondre aux questions. Bien. Mais alors, est-ce qu'on peut essayer de faire un peu mieux pour se rapprocher un peu de l'efficacité de Python? Eh bien, en fait, oui. Parce que quand on a dit quand on a regardé notre première méthode, nulle part on n'a jamais utilisé le fait que notre liste était ordonnée. Or, elle est ordonnée. Donc, on peut utiliser cette information-là. Et par exemple, si dans cette liste qui est là, je prends le nombre 40, eh bien, je vais dire, est-ce que 40 est égal à moins 33? Non. Alors, je passe au suivant. Est-ce que 40 est égal à moins 17? Non. Je passe au suivant. Moins 9? Non. Moins 1? Non. 2? Non. 5? Non. 9? Non. 35? Non. 40 n'est pas égal à 35. Je passe au suivant, donc. Est-ce que 40 est égal à 411? Ben non. Est-ce que 40 est égal à 412? Ben non, mais je le savais déjà, puisque je sais que la liste, elle est ordonnée. Donc, comme je sais que 411 c'est plus grand que 40, c'est pas la peine que j'aille voir ce qui se passe à droite. Je sais que 40 il sera pas là. Donc en fait, on peut arrêter l'inspection qu'on fait terme à terme à partir du moment où on a dépassé le x qu'on cherche. Donc quand le nombre qu'on est en train de regarder dans la liste est plus grand que le nombre x qu'on cherche, on sait que c'est pas la peine de continuer. Et du coup, on va gagner du temps. On va retourner false dans l'exemple qu'on prend. Donc avec x égale 40, on va retourner false alors qu'on n'aura parcouru que la moitié de la liste ici. Et si on prend moins 2, on n'aura parcouru que un cinquième de la liste. Bon, évidemment, si on prend un nombre plus grand, par exemple 1600, il va falloir parcourir presque toute la liste quand même. Et en fait, même toute la liste, parce que quand on va dire, si on prend 1600,
il n'est pas égal à 1320, donc on doit tester le suivant. Est-ce que 1600 est égal à 1720? Non, et on aura testé tous les termes de la liste. Donc cette nouvelle méthode qu'on vient de mettre au point, qui prend en compte l'ordre de la liste, elle va nous avantager beaucoup quand on prendra des nombres qui sont petits, et elle va nous avantager beaucoup moins quand on prendra des nombres qui sont proches de la fin de la liste. Mais on va quand même gagner du temps. Donc voyons comment on peut écrire ça. Hop, ici. Donc ça c'était notre very naive, et maintenant on va passer à naive. Et ici on dit donc que pour y dans la table, si y est plus grand que x. Alors par rapport à avant on disait si y est égal à x. Non, là on dit si y est plus grand que x. Si y est plus grand que x, plus grand ou égal, il y a deux possibilités. Soit y est égal à x, et dans ce cas-là on retourne true, parce qu'on l'a trouvé, soit c'est plus la peine de continuer à chercher. On sait qu'on ne le trouvera pas dans la suite. Donc on retourne false dans ce cas-là. Et on va tester d'abord pour voir si cette fonction, elle nous donne bien les résultats qu'on attend. Donc on doit toujours trouver true, false, true, false. Essayons. Attention, oui, true, false, true, false, true, très bien. Et maintenant on va faire un benchmark, et cette fois-ci on va mettre toujours la méthode in de Python, la méthode findInList very naive qu'on avait fait avant, et la méthode findInList naive, et on run. Voilà, et la réponse ne devrait pas tarder, elle est là. Donc on voit que la méthode de Python, c'est toujours la même que tout à l'heure, elle met ces temps-là. La méthode qu'on vient d'écrire, pardon, la méthode, la première, la très naïve, elle met les temps qui sont ici, donc on a déjà vu ça avant. Et la méthode qu'on vient d'écrire, la méthode moins naïve, eh bien on voit qu'elle nous donne des résultats qui sont pas loin de ceux de Python, et même parfois meilleurs. Ah, donc on a fait un petit peu mieux que Python. Et ça c'est très étonnant, comment ça se fait que nous qui sommes des débutants, on arrive à faire mieux que les gens de Python, qui sont des professionnels, et des très bons professionnels. Mais en fait c'est parce que eux justement, la méthode in, elle fonctionne pour des tables quelconques, pas forcément ordonnées, donc ils prennent pas ça en compte pour commencer. Et puis en plus, la méthode in, elle marche même pour des tables qui sont même pas ordonnables, c'est-à-dire que vous pouvez faire une table avec dedans des chaînes de caractères, des entiers, des nombres flottants, des booléens et même d'autres objets de n'importe quel type que vous voulez. Eh bien vous pouvez toujours lui poser la question, est-ce que un élément, un x que vous prenez, appartient à cette liste, et il va vous répondre. Tandis que, et il va sûrement pas essayer d'ordonner des objets qui sont pas du même type. Donc c'est normal que Python aille moins vite avec son in que nous qui utilisons une méthode dans laquelle on exploite le fait que la liste est ordonnée. Alors il faut voir plusieurs choses. D'abord c'est que le fait d'ordonner une liste, c'est coûteux. Vous voyez ici que pour ordonner une liste de 10 000 éléments, eh bien, il nous faut en gros 1925 microsecondes, donc presque 2 millièmes de seconde. Donc ça prend du temps. Et bien sûr, pour une liste beaucoup plus grande, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc les algorithmes de tri qui permettent de mettre dans l'ordre une liste, on en verra dans d'autres vidéos. Mais il faut bien garder ça en tête, c'est que trier une liste, ça prend du temps. Mais après, une fois qu'elle est triée, eh bien, avec notre petite méthode qui reste somme toute assez naïve ici, eh bien, on arrive à faire aussi bien que Python dans ces conditions. Bien. Et on peut se demander maintenant, d'un point de vue de la complexité, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, on va regarder d'abord la complexité de
la méthode très naïve ici. Donc là, c'est la méthode très naïve. Et on regarde, eh bien, excusez-moi, dans la méthode très naïve, quand on regarde un x, eh bien notre x, il y en a un certain nombre pour lesquels on va aller jusqu'au bout. C'est quoi? Eh bien, c'est le nombre maximum qu'on peut prendre, donc la borne qu'on a prise. Pour nous, on avait dit que c'était 10 milliards. Euh, et, euh, et donc ça, il y a 10 milliards de nombres. Et parmi ceux-là, parmi ces 10 milliards de nombres possibles, eh bien, il y en aura seulement L, la longueur de la liste, pour lesquels on ne va pas parcourir toute la liste. Donc, on va écrire ça ici. Pardon. Voilà, donc la complexité dans le pire cas, et pratiquement dans tous les cas en fait, c'est la longueur de la table. Mais il y a quand même des cas pour lesquels la complexité est un peu moindre que la longueur de la table. On ne fait pas tous les cas. Donc, en fait, c'est quoi ces cas-là? Eh bien, c'est pour les x qui apparaissent dans la table. Donc, en gros, il y a L exceptions. Il y a L cas dans lesquels on va pas parcourir toute la table. Et on peut donc se demander quelle est la complexité moyenne. Et la complexité moyenne, c'est quoi? Eh bien, cette fois-ci, on va calculer le nombre de comparaisons qu'on fait, donc le nombre de comparaisons nécessaires pour chaque choix d'un x et d'une table. Et à la fin, on divise par le nombre total de x et de tables. Donc on suppose que les tables elles sont constituées d'entiers positifs plus petits que, on l'a dit tout à l'heure, 10 milliards, 10 millions, mais à la place de ça, on pourrait mettre un grand N, ici, donc ce sont des entiers positifs compris entre 0 et grand N, et pour un X comme ça, et une table remplie de nombres comme ça, on va compter le nombre de comparaisons nécessaires. On fait la somme de tous ces nombres-là, on divise par le nombre de X et de tables total. Ça nous donnera la complexité moyenne. Donc regardons un petit peu ici ce qu'on a. Eh bien, il y a n-l valeur de x pour laquelle on doit faire exactement L comparaison. Donc ça va nous donner n-l fois L, opération au total. Et il y a une valeur de x pour laquelle on doit faire une comparaison, c'est la première qu'on voit dans le tableau. Deux valeurs de x pour lesquelles on doit faire deux comparaisons. C'est pardon, c'est une valeur de x ici, je me suis trompé. Il y a une valeur de x pour laquelle on doit faire exactement deux comparaisons. Il y a et une valeur aussi de x pour laquelle on doit, en allant jusqu'au bout, faire L comparaison. Donc, en fait, ici, je me suis trompé, donc je change ça et je mets un L à la place. Donc, la complexité moyenne, c'est quoi? C'est le nombre n-l fois L qui correspond à tous les x qui ne sont pas dans la table, plus le L. Et on divise tout ça par grand N. Et du coup, on trouve ici n-l plus 1. Hop, donc je vais enlever tout ça. C'est n moins l plus 1. Hop. Divisé par n. n moins l plus 1 fois l. Fois l divisé par n. Voilà. Donc ça, en gros, ça fait à peu de choses près. Donc je vais mettre équivalent à. Et ça, c'est à peu près la même chose que 1 moins L divisé par grand N. Donc, je laisse tomber le 1 qui est ici, fois ici, fois L sur grand N. Voilà. Donc, notre complexité, en gros, pardon, il n'y a plus sur grand N. Notre complexité, en gros, quand N est très grand par rapport à L, eh bien, c'est L. C'est le nombre d'éléments dans la table. Par contre, si L est proche de N, la complexité, elle va être plus petite. Parce que ce truc-là va s'approcher de 1 et finalement, on va avoir un petit peu moins.
Donc c'est normal parce que pour une table, si on revient ici, si la table elle est très remplie, elle contient presque tous les x, et bien pour presque tous les x, on n'ira pas jusqu'au bout dans cette opération. Tandis que si la table elle est juste un petit peu remplie, il y a beaucoup de x pour lesquels on va devoir aller jusqu'au bout. C'est ça l'idée. Alors avec notre deuxième méthode, donc ça c'est la méthode in ici. Avec notre deuxième méthode qui est là, on trouve que la complexité dans le pire cas, bien évidemment, c'est L, parce que quand un élément n'est pas dans la table, eh bien, il va falloir faire L comparaison, quoi qu'il arrive, avec cette méthode. Tandis que la complexité moyenne, eh bien, on trouve que c'est équivalent à L sur 2. Et ceci, que L soit petit ou grand par rapport à N, c'est toujours L sur 2. Alors, pourquoi c'est ça le résultat? Eh bien, c'est écrit ici. Donc, il y a une démonstration que je ne vais pas détailler, mais si vous voulez, vous faites pause et vous pouvez la lire. C'est un calcul assez intéressant, mais qui est un peu délicat tout de même. Mais à la fin, on trouve que c'est L sur 2, la complexité moyenne. Alors voilà, ça nous explique pourquoi celle-ci elle était de complexité L, celle-ci est de complexité L sur 2 en gros, et vous voyez que effectivement là on met à peu près 2 fois plus de temps que là, donc on a gagné à peu près la moitié du temps, et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de l'efficacité de Python. Ceci dit, on peut faire un petit peu mieux encore. On peut faire un petit peu mieux en utilisant une méthode qui est assez naturelle, qui est celle qu'on utilise quand on cherche dans un dictionnaire. Quand vous cherchez un mot dans un dictionnaire, vous allez d'abord ouvrir le dictionnaire au milieu et vous allez vous demander si le mot il est plutôt à gauche ou à droite dans le dictionnaire. Et une fois que vous savez ça, et bien maintenant, disons qu'il est à gauche, vous allez couper le nombre de pages qui est à gauche en gros en deux, et vous allez regarder ce que vous y trouvez, et vous regardez si le mot il est plutôt avant ou après ce qu'on trouve à cette page-là. S'il est avant, vous vous occupez plus de ce qui est après, et s'il est après, vous ne vous occupez plus de ce qui est avant. Donc ici, on va faire exactement la même chose, on va dire, on va prendre notre x, on va couper la table à peu près au milieu, et on va regarder si le x, il faut le chercher à gauche ou à droite. S'il faut le chercher à gauche, ben, c'est plus la peine de s'occuper de tout ça. Et du coup, on a gagné la moitié, on a réduit de moitié le nombre de candidats possibles. Et si le x est à droite, eh bien c'est pas la peine de s'occuper de tout ça, et on a aussi éliminé la moitié des comparaisons qu'on devrait faire normalement. En faisant en regardant un nombre, ici, et en le comparant ce nombre à notre x, eh bien, en une comparaison, on élimine la moitié des candidats. Après, on recommence, on recoupe en deux, et on élimine de nouveau une moitié des candidats. Donc, on voit que assez rapidement, en deux comparaisons, on a enlevé 3/4 des candidats. Et si on continue, on va en enlever encore plus. Donc, ça a l'air d'aller assez vite. Et du coup, on va regarder un petit peu comment on peut implémenter ça. Alors, pour implémenter ça, on va, donc ça c'était avant, donc cette méthode de recherche, elle s'appelle la dichotomie. Et vous voyez qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est la procédure, elle consiste à faire quoi? À couper la table en deux et à refaire la procédure sur la partie qu'on garde. Et l'autre, on l'oublie. Et on recommence. On coupe la table en deux et on recommence la procédure sur la partie qu'on garde. Et du coup, ça, on voit que c'est une procédure de type, c'est une fonction de type récursif, puisqu'on réapplique la même fonction au résultat d'un calcul qu'on est obligé de faire. Donc, voyons ici, on dit si donc d'abord on décrit le cas de base, si la longueur de la table c'est pas plus que 1, on utilise la fonction in de Python pour regarder si x est dans la table. Si oui, ben on l'a trouvé, donc il y est. Sinon, eh bien là, on retourne false. Donc si c'est tout bête, ce cas-là, c'est quoi? C'est juste
est-ce que si la longueur de la table est plus petite que 1, eh bien on regarde juste si le x est dans la table. Sinon, si la longueur de la table n'est pas plus petite que 1, eh bien on n'a rien retourné, donc il faut continuer à faire des calculs. Eh bien on dit qu'on prend comme pour y, on va prendre le terme qui est à peu près au milieu dans la table, donc on prend la longueur de la table, on la divise par 2 en entier. Ah, pardon, j'ai fait n'importe quoi. Tac, 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 tac. Donc on prend la longueur de la table, on la divise par 2, on prend le quotient de la division par 2, de la division euclidienne par 2, le quotient entier, et on va appeler y l'élément qu'on trouve à cette place-là dans la table. Et ensuite on dit, si y est plus grand que x, ça veut dire que x il est à gauche de y. Donc on va refaire la même chose, dichotomie récursive, avec ce qu'on trouve à gauche de cet élément y. D'accord? Donc ça, c'est la syntaxe Python pour dire on va couper notre table et on prend tout ce qui est à gauche de ce morceau-là, de cet indice ici. Et on va dire, on recommence, on va chercher dans cette partie, dans cette moitié-là de la table, s'il y a x ou pas. Et donc en faisant une seule comparaison, on a réduit le nombre de choses à regarder de moitié. Et par contre, si maintenant x n'est pas strictement plus grand que x, c'est qu'il est inférieur ou égal à x, et ça veut dire qu'on va plutôt aller chercher à gauche dans la table, à gauche de cet indice-là. Et ça s'écrit, la syntaxe Python pour ça, c'est ce qui est écrit ici. Donc là, excusez-moi, j'ai un petit bug. Donc si oui c'est ça, si y est plus petit que x, ça veut dire que x il est à droite. Voilà. Donc il est à droite dans la table, et donc on commence à cet indice là, et ensuite on va jusqu'au bout de la table. Donc on ne garde que la moitié de droite dans la table, et on recommence, on recherche dedans grâce à la même fonction s'il y a x, puisqu'à chaque fois on coupe la taille, la taille de la table qu'on regarde par 2, on la divise par 2, bien assez rapidement on va arriver à une table dont la longueur est plus petite que 1, soit 0 soit 1. Et en fait, si on réfléchit un tout petit peu, on verra qu'on tombe toujours sur une table de longueur 1, mais c'est pas grave. Donc au bout d'un moment on va tomber sur le cas de base et on aura la réponse. Alors on va aller essayer cette fonction pour voir un petit peu ce qu'elle donne. Et du coup il faut que je fasse, je ne l'ai pas préparé ici, donc c'est quick test de dichotomie récursive et deux points, non pas deux points, pardon, juste on fait ça. Est-ce que j'ai pas oublié de commenter ce qu'il y avait avant? Non, donc on peut faire run et normalement on devrait voir apparaître, voilà, true false, true false, true false. Ça a bien l'air de marcher. Ensuite on va faire le benchmark. Hop, donc benchmark 2, et on va mettre comme méthode, donc je vais reprendre ceux qui sont au-dessus, comme ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Je reprends tout ça et je vais juste rajouter notre nouvelle méthode dans ce truc là, ici, hop, et donc je rajoute ici juste une dichotomie récursive. Voilà. Et on va essayer ça. Run. Voilà, alors attention, voilà, c'est arrivé, et on voit qu'on fait maintenant, avec notre nouvelle méthode, alors pour une toute petite liste de 100 éléments, on fait pas beaucoup mieux en fait. Par contre, pour une liste de 1000 éléments, on bat tout le monde pour l'instant, y compris Python et les méthodes qu'on avait faites avant.
pour une liste avec 10 000 éléments, eh bien, on bat vraiment bien, à plat de couture, Python et notre méthode moins naïve. Et on gagne beaucoup en faisant ça. Oui, parce que, en fait, comme on l'a dit, à chaque fois qu'on fait un test d'inégalité, eh bien, on divise le nombre de candidats restants à observer par 2. Donc, du coup, comme on divise à chaque fois par 2, on va très rapidement arriver à une table toute petite et du coup à résoudre le problème. Précisément, en fait, la complexité, c'est la même quel que soit le x, ça ne change pas, puisqu'on va de toute façon découper la table en petits morceaux jusqu'au tout dernier moment où la table, ce qui nous reste, c'est de longueur 1, et là on regarde juste si le x, c'est ce qui est dedans. Donc la complexité, eh bien, ça va être égal à la complexité moyenne, puisque c'est toujours la même, et c'est le plus petit k, tel que 2 puissance k est plus grand que L. Donc ça, on dit que c'est une croissance logarithmique, une complexité logarithmique, et on voit que ça augmente vraiment pas vite, parce qu'en fait, c'est pas très, excusez-moi, c'est pas très dur de voir que ce nombre-là, le k, qu'on cherche, donc notre complexité, c'est en gros 3,32 fois le nombre de chiffres dans l'écriture de L-1. Bon, donc regardons un peu, pour L égale 100, il y a deux chiffres, pardon, je vais enlever le moins 1 ici. Dans le L égale 100, il y a deux chiffres, ah oui, non, le moins 1 il était là, pardon, le nombre de chiffres, non pas dans l'écriture de L-1, mais le nombre de chiffres dans l'écriture de L-1, c'est ça, excusez-moi. Donc, dans 100, eh bien, on a deux chiffres, enfin 3 chiffres au total, on en enlève un, ça fait 2, donc la complexité, ça va être en gros 3,32 fois 2. Pour L égale 1000, 3,32 fois 3, puisqu'il y a 4 chiffres, on en enlève un, ça fait 3. Pour L égale 10 000, 3,32 fois 4. Donc vous voyez, à chaque fois, en fait, quand on multiplie par 10 la longueur qui est ici, on rajoute seulement 3,32 à droite. Donc le K, il augmente beaucoup moins vite que le L. Alors on peut regarder ici, et on se rend compte que malgré tout, ça n'a pas du tout l'air d'avoir ce comportement. Ici, pour la méthode 3, donc celle qu'on est en train de regarder, la dichotomie récursive, 0, 1, 2, 3, c'est bien celle-là, eh bien on voit que au premier tour, on rajoute à peu près 6 microsecondes, et normalement ça devrait augmenter à chaque fois de la même chose, d'après ce qu'on dit ici, avec notre complexité, ça devrait augmenter, si ça augmente de 6 ici, ça ne devrait pas augmenter beaucoup plus ici, ça devrait augmenter juste de 6 de plus. Mais non, ça augmente de 51. Donc ça correspond pas, ça et ça. Il y a un problème. Et oui, et le problème c'est que, en fait, quand on fait ces opérations, on fait beaucoup d'écriture de tables. Il y a beaucoup de tables qu'on fait passer en argument et qui vont aller s'écrire dans la mémoire. Et une fois qu'on a fini de travailler avec elles, la mémoire va se vider. Mais seulement à ce moment-là. Et du coup, ça fait beaucoup d'écriture et on perd beaucoup de temps. Alors, on peut essayer de chercher une version qui n'est pas récursive. Et c'est ce qui est écrit ici. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit qu'on va définir, je reviens à mon exemple ici, on va définir la borne de gauche et la borne de droite. Alors au début, c'est 0 et la longueur de la liste. Et on sait qu'il faut chercher x entre ces deux bornes. On regarde au milieu et on dit, bah, si ce qu'on trouve au milieu, c'est plus grand que x, la borne de droite, ça devient l'indice où on est, celui-ci. Et on ne s'occupe plus de ce qui est à droite. Donc on va s'occuper que de ce qui est entre la borne de gauche et la nouvelle borne de droite. On recoupe en deux, et maintenant on regarde notre x, et si on voit qu'il doit être à droite de celui-ci, on dit bah, c'est left. Maintenant, left, ce sera celui-ci, cet indice-là, puisque ça, c'est plus la peine qu'on s'en occupe. Donc le left, il va monter, le right, il va descendre, et au bout d'un moment,
ils seront tout proches l'un de l'autre et on pourra faire notre test avec la fonction in de Python. Donc voyons ça. C'est écrit où? C'est écrit là. Donc on dit left au début c'est 0, right au début c'est la longueur de la table, et on dit que tant que c'est plus grand que 1, on va chercher le milieu, regarder si x est plus petit que l'élément qui se trouve ici au milieu, entre left et right, pile au milieu, et si x est strictement plus petit que cet élément-là, bah, c'est qu'il faut aller le chercher à gauche, et donc on peut ramener la barre de droite à mid. Sinon, ça veut dire que x est plus grand ou égal à ce milieu, donc il faut aller chercher à droite du milieu, et du coup, c'est pas la peine de garder notre left loin à gauche du milieu, on peut le ramener, le left pile au milieu, comme on a dit tout à l'heure. Et notre left et notre right, ils vont se resserrer, et au bout d'un moment, eh bien, on arrivera à right moins left égale 1, ou éventuellement 0. Eh bien, si à ce moment-là, x est dans la table qui nous reste, entre le left et le right, on retourne true. Sinon, on retourne false. C'est tout bête. Et vous voyez ici, j'ai dit on retourne true et left, parce qu'en même temps, il va nous donner l'indice. C'est un bonus de cette méthode, c'est que non seulement il nous dit si x est dans la table, mais en plus, il va nous dire, il va pas juste répondre oui, il va dire oui, et en plus, son indice, c'est ce qu'on met ici. Et puis ici, il retourne false, eh bien, il va nous retourner false et left plus 1, qui va nous dire si on avait trouvé cet élément-là, quel aurait été son indice dans la table. D'accord? Donc par exemple ici, si je reprends ma table, si on prend moins 10, ben moins 10 il n'est pas dedans, mais s'il était dedans, il arriverait après le moins 17, donc en deuxième place. Et si je prends par contre moins 9 il est dedans et il est en place 0, 1, 2. Donc il va nous rendre true et 2 pour celui-ci. Voilà. Donc on va essayer nos tests habituels avec cette méthode-là. Déjà ça, je vais l'enlever. Et on va regarder notre nouvelle méthode. Est-ce qu'elle fonctionne? Déjà, est-ce que ça nous donne bien les true et false alternés quand on fait le quick test? Ah, pardon, j'ai oublié d'enlever le récursif ici. Donc je recommence. Hop. Oui, il dit que ça marche plutôt bien. Il dit que le moins 33, il est dedans et il est en place 0. Alors on peut vérifier, hein, le moins 33, il est à la place 0, en effet. C'est le 0e élément de notre liste. Le 10, on nous dit c'est faux et 7. Alors voyons, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il nous dit il n'y est pas, mais s'il y était, il arriverait ici. Ça peut être intéressant ça pour insérer un élément. Si on veut insérer notre élément dans la liste, en supposant, on pourrait imaginer qu'on veut l'insérer, mais pas s'il y est déjà. Donc on regarde s'il y est déjà. S'il y est, on ne le rajoute pas, mais s'il n'y est pas, on va l'insérer pile à cette place-là dans la liste. Donc c'est pour ça que ça peut être utile d'avoir cette information, et puis en même temps ça nous montre que pour l'instant tout se tient plutôt bien. Le 413, il est en place numéro 10, donc la place numéro 10, c'est, on dit ça c'est 7, 8, 9, 10, 413, oui, il est bien au bon endroit. Le 540, eh bien, il serait en place 13, donc là on était à 10, 11, 12, 13, oui, il serait ici. Et finalement, le 1720, il est tout au bout, en place 14. Voilà, donc ça a l'air de marcher plutôt bien. On va l'enlever, pas ici. On va l'enlever ici. Et maintenant, on va faire le benchmark. Et alors le benchmark, je vais reprendre plutôt celui d'avant. Il était où? Là. Et je vais rajouter ici, on fait exactement le même.
Et on va rajouter au bout encore une nouvelle méthode, dichotomie. Alors voyons ce que ça nous donne cette fois-ci. On a oublié d'enlever le dièse, donc on recommence. Et on va voir un petit peu les résultats qu'on obtient. Alors, notre méthode 0, c'est le in de Python, méthode très naïve, méthode dichotomie récursive, et là, la nouvelle méthode qu'on vient de faire, qui est la dichotomie directe, sans récursivité. Et là, vous voyez, pour passer du premier au deuxième, eh bien, on a mis à peu près le même temps que pour passer du deuxième au troisième. Cette fois-ci, on a bien l'impression d'avoir un comportement logarithmique. Et on fait beaucoup mieux que Python. Vous voyez, nous on met 7 microsecondes, Python met 253 microsecondes. Et alors, je ne vais pas le lancer devant vous maintenant parce que ça prend un petit peu de temps, mais si on pousse un petit peu les choses et qu'on va jusqu'à des tableaux qui contiennent 1 million d'éléments, j'ai oublié, pardon, ici. Voilà, si on lance cette commande-là, donc il y a 100, 1000, 10 000, 100 000 et 1 million d'éléments, et on va faire 1000 tests à chaque fois. Donc ça prend un petit peu de temps. On va voir pourquoi. On fait 1000 tests à chaque fois, et bien on obtient ce résultat-là, donc que je ne relance pas tout de suite. Et vous voyez que pour 1 million, l'efficacité de Python, c'est quand même, il arrive quand même à le faire en 0,1 seconde, donc il ne faut pas se moquer de Python, c'est quand même bien de parcourir ce tableau de 1 million de valeurs en 0,1 seconde, mais avec notre nouvelle méthode, nous, on met juste 19 microsecondes, donc ça va beaucoup plus vite. Alors la raison pour laquelle je ne lance pas ce test ici, c'est parce que vous voyez que pour ordonner une liste de 1 million d'éléments, eh bien ça prend un petit peu de temps, ça prend 0,3 secondes. Donc comme on fait 1000 tests, eh bien ça prendrait ça fois 1000, c'est-à-dire 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes. Et je ne vais pas vous faire attendre 5 minutes pour voir la réponse. Voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. Donc vous voyez, en réfléchissant et en appliquant des méthodes qui ne sont pas nouvelles mais qui sont assez classiques, on arrive à obtenir des résultats qui sont largement meilleurs que ce qu'on obtiendrait sans s'être intéressé à la question. Si un jour vous avez un problème scientifique et que vous avez besoin de rechercher un X dans une liste ordonnée, surtout si la liste est très longue, n'utilisez pas la méthode de Python, utilisez cette méthode-là. Ça ira beaucoup plus vite et vous pourrez traiter beaucoup plus d'informations en beaucoup moins de temps. Voilà, cette vidéo est terminée. La prochaine fois, on parlera de l'algorithme d'Euclide.